Partie 6, suite définie par une relation de récurrence d'ordre 1. Dans cette partie, le cadre va être le suivant. Nous allons prendre petit f, une fonction qui va être définie de D dans R, où D est une partie de R, et nous allons définir une suite par récurrence de la manière suivante. Nous allons choisir un premier terme U0 dans l'ensemble D, et ensuite, pour tout petit n dans grand N, nous allons poser un plus 1 égale f de un. Par exemple, nous pouvons considérer la suite suivante. Nous posons U0 égale 1, et ensuite nous allons poser, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale un au carré plus 1. Donc nous voyons que nous pouvons calculer ainsi U1 est égal à 1 au carré plus 1, donc 2. U2 est égal à 5. U3 est égal à 26, etc. Donc il est assez simple de se rendre compte que lorsque nous connaissons U0, et si la suite est bien définie, alors nous pouvons calculer tous les termes UN de la suite. Donc, si U0 appartient à D, le terme U1 existe bien et il est égal à f de U0. U1 est égal à f de U0. Ensuite, si U1 appartient à D, nous pouvons réitérer, nous pouvons calculer f de U1, et nous allons donc avoir U2 égale f de U1, qui est donc égal à f de U0. Et puis nous pouvons continuer comme ceci. Si U2 appartient à D, U3 va être égal à f de U2, c'est-à-dire f de U0, et nous voyons que nous allons avoir besoin assez rapidement d'une notation pour désigner ce qu'on appelle les itérations d'une fonction. Donc nous allons l'écrire de la manière suivante, ce n'est pas une notation officielle. Je vais l'écrire avec un 3 entre crochets en exposant au-dessus de f. Cela signifie f rond f de U0. Et ainsi de suite par récurrence. De manière générale, si UN appartient à D, alors UN plus 1 existe bien, nous pouvons bien calculer f de UN. Et par une récurrence relativement aisée, f de UN sera donc égal à f itéré n fois de U0. Donc je répète avec ici f exposant crochet n, la fonction f, rond f, etc. rond f, où ici nous avons f n fois. Nous voyons déjà apparaître une première interrogation. La suite est-elle bien définie ? La question de savoir si la suite est bien définie est reliée à la question suivante. Est-ce que pour chaque petit n, UN appartient bien à l'ensemble de définitions de petit f, c'est-à-dire à grand D ? Si la réponse à cette dernière question est oui, alors la suite est bien définie, puisque à chaque étape, nous allons pouvoir calculer f de UN, puisque UN appartient bien à grand D, et nous obtiendrons UN plus 1. Par hypothèse, s'il appartient encore à grand D, nous pouvons calculer f de UN plus 1, c'est-à-dire UN plus 2, et ainsi de suite. Par contre, si à un moment donné, nous obtenons un terme UN qui n'appartient plus à grand D, nous ne pouvons pas calculer UN plus 1, et donc la suite n'est pas bien définie. Si la suite est bien définie, nous venons de voir juste au-dessus que tous ces termes ne dépendent que de petit f et de U0. Autrement dit, la connaissance de petit f et de U0 est suffisante pour retrouver tous les termes de la suite. La question est donc, est-ce qu'il est possible de déterminer le comportement de la suite UN à partir de petit f et de U0 ? Alors ce que j'appelle le comportement, c'est avant tout déjà, est-ce que l'on peut dire si UN a une limite, et si oui, peut-on calculer cette limite ? Mais nous pouvons parfois aussi essayer de déterminer des caractéristiques plus avancées. Par exemple, est-ce que l'on peut dire si la suite UN est croissante ou décroissante ? Et même parfois, dans certains cas, il sera possible d'exprimer complètement les termes UN en fonction de petit n. En effet, dans certains cas particuliers, nous serons capables de déterminer UN en fonction de n. Nous savons déjà le faire pour certains types de suites que nous avons étudiés précédemment, par exemple les suites arithmétiques. Nous avons vu que si pour tout n, UN plus 1 était égal à UN plus petit a, eh bien alors, pour tout n, UN était égal à
n fois a plus u0. Or, les suites arithmétiques sont bien des suites qui vérifient une relation de récurrence d'ordre 1, puisqu'ici, un plus a, nous pouvons le noter f de un, avec petit f, la fonction qui à x associe x plus a. De même pour les suites géométriques ou arithmético-géométriques, eh bien nous savons là aussi que ce sont bien des suites récurrentes d'ordre 1, et nous savons déterminer un en fonction de petit n. Mais ce sera presque les seuls cas, où, en tout cas il y aura très peu de cas où nous serons capables d'exprimer un en fonction de n. En général, nous ne saurons pas exprimer un en fonction de petit n. Donc il va falloir trouver d'autres méthodes pour déterminer le comportement de la suite un. Donc déjà nous allons commencer par faire des représentations graphiques de ces suites récurrentes. Voici comment nous allons représenter graphiquement la situation. Je vais tracer sur un graphique les axes des abscisses et des ordonnées, ainsi que la diagonale d'équation y égale x. Nous allons voir pourquoi elle est importante. Et bien sûr, nous traçons aussi le graphe de petit f. Alors, j'ai choisi ici un premier terme u0 pour ma suite, et je vais vouloir calculer les termes successifs de la suite. Donc pour ce faire, je vais commencer par calculer u1. Alors u1, je l'obtiens en regardant le point du graphe qui a pour abscisse u0, le point du graphe de f. Et donc ici, en ordonnée, j'obtiens exactement u1. Maintenant, je voudrais calculer u2. Donc pour cela, je veux reporter u1 sur l'axe des abscisses. Je vais utiliser ce point ici, qui est l'intersection donc de cette droite verte horizontale et de la diagonale. Ce point a la même ordonnée et la même abscisse. Donc si je projette ce point verticalement sur l'axe des abscisses, eh bien j'obtiens exactement u1. Donc j'ai réussi à calculer graphiquement u1 sur l'axe des abscisses. Et je vais continuer. Pour calculer u2, je procède de la même manière. Je projette verticalement le point u1 sur le graphe de f. Le point obtenu, je le projette horizontalement sur la diagonale. Et ce point de la diagonale, je le projette verticalement sur l'axe des abscisses. Donc, à cet endroit ici, j'ai obtenu un point d'ordonnée u2, et ce point via la diagonale, je l'ai reprojeté sur un point de l'axe des abscisses qui aura bien pour abscisse u2. Et nous allons continuer, et nous voyons que cette construction fait apparaître des escaliers, des spirales, ce qui est très caractéristique de ces suites récurrentes. Donc ici, si je repasse sur les points déjà construits, nous voyons que les segments qui nous intéressent, ce sont ces segments-là. Donc là, j'ai une sorte d'escalier, puis je le projette là, et si je continue, j'obtiens les constructions suivantes, je peux construire les points suivants, et nous voyons que le dessin forme une sorte de spirale, très caractéristique elle aussi, comme les escaliers, des représentations graphiques de ces suites récurrentes. Donc si je suis la construction, ici j'avais u2, donc u2, voici le point au-dessus de u2 qui est sur le graphe, donc ici en ordonnée j'ai u3, que j'ai reprojeté ici sur l'axe des abscisses, puis quand je prends le point qui est au-dessus sur le graphe, j'obtiens à cet endroit u4, alors u2 lui il était là, quand je le reprojette sur l'axe des abscisses, u4 se trouve ici, et j'ai encore construit un point supplémentaire, u5 sur l'axe des ordonnées se trouve là, et il est ici sur l'axe des abscisses. Alors évidemment, nous pouvons continuer comme cela aussi longtemps que l'on veut. Le graphe devient très vite assez chargé, mais nous allons voir sur des exemples précis que nous pouvons voir graphiquement, nous persuader assez graphiquement de ce qu'on appelle la dynamique de la suite, c'est-à-dire son comportement quand n tend vers plus l'infini. Nous allons maintenant traiter plusieurs exemples graphiques où nous allons faire varier l'allure du graphe de f ainsi que le choix de u0. Premier exemple, nous allons prendre une fonction f croissante qui intersecte ici la droite d'équation y égale x en deux points, un point que nous allons appeler bêta et un second ici plus petit que nous allons appeler alpha. Ces deux points, nous allons le voir, jouent un rôle très important dans l'étude des suites récurrentes.
Ici, ces deux points sont dits des points fixes. Par exemple, alpha étant, grâce à cette intersection, f de alpha est égal à alpha. Ceci, ça s'appelle un point fixe. Un point qui vérifie f de x égale x est appelé un point fixe. Donc alpha et bêta sont les deux points fixes de la fonction f, puisque ce sont les deux seuls points à l'intersection du graphe de f et de la diagonale. Alors je vais effectuer un premier choix de U0. Je vais choisir une valeur U0 qui se trouve ici sur l'axe des abscisses, et je vais effectuer la construction graphique que nous venons de voir pour déterminer les termes successifs de la suite UN. Donc d'abord je projette U0 sur l'axe, sur le graphe, et ensuite je fais une succession de projections sur la diagonale, puis sur le graphe, puis sur la diagonale, puis sur le graphe, et ainsi de suite. Alors nous obtenons ici une construction qui présente un escalier, ce qui est très caractéristique de ce genre de configuration, et il semblerait bien donc que notre suite soit croissante, puisque U1 va se trouver par là, puis U2 par ici, et il semble également que UN tend vers alpha quand n tend vers plus infini. Alors cela se démontre, mais graphiquement nous avons bien l'impression que UN va tendre vers alpha. Donc nous avons ici une première dynamique possible. Une dynamique, c'est-à-dire une évolution de la suite, des différents termes de la suite en fonction de U0. Maintenant, je peux effectuer un autre choix pour U0. Je peux choisir U0 un tout petit peu inférieur à bêta. Là encore, effectuons notre construction graphique. Je projette U0 sur le graphe de f, et puis ensuite, donc, je projette ça sur l'axe, sur la diagonale, puis sur le graphe, puis sur la diagonale, et ainsi de suite. Cette fois-ci, nous voyons que notre suite est décroissante. En tout cas, graphiquement, c'est l'impression que cela donne. Nous avons là aussi un escalier, mais les termes U1, U2, U3, etc. sont de plus en plus petits. Et il semblerait cette fois-ci que cet escalier nous amène à nouveau vers alpha, mais en étant décroissant. Donc ici, nous avons encore une suite UN qui tend vers alpha, mais en étant décroissante, c'est une autre dynamique possible. Mais il est possible d'obtenir encore une autre dynamique. Je peux choisir cette fois-ci U0 très très proche de la valeur précédente que j'ai choisie pour U0, mais cette fois-ci en prenant U0 juste au-dessus de bêta. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le U0 en vert et le U0 en bleu sont des réels qui sont très proches, et pourtant la suite va avoir une dynamique totalement différente suivant le choix de U0. Avec ce nouveau choix de U0, j'obtiens un escalier, mais cet escalier tend vers plus l'infini, et la suite redevient croissante. Alors là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin puisque je vais sortir du cadre de ma fenêtre, mais nous nous apercevons qu'ici, nous avons un escalier qui nous amène vers plus l'infini. Il semblerait ici que la suite tende vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc un choix de U0 qui est très proche du précédent et une dynamique totalement différente. C'est ce qui caractérise ces suites récurrentes linéaires. Donc nous voyons que pour une même fonction f, le choix de U0 est primordial. Dernière possibilité, il semblerait là que les suites ne tendent jamais vers bêta. Et pourtant si je choisis U0 égale bêta, et bien puisque bêta est un point fixe, alors pour tout n, il est assez aisé de voir que un sera toujours égal à bêta. Donc la suite un tend vers bêta. Donc il est possible de trouver une suite, de trouver un terme U0 tel que la suite un tende vers bêta, mais dans ce cas, si vous l'étudiez plus précisément, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que U0 égale bêta qui nous amène à une suite qui tend vers bêta. Si vous choisissez un U0 qui n'est pas égal à bêta, la suite UN ne tendra jamais vers bêta. Pourtant, nous avons vu que pour alpha, la situation est très différente. Il existe un large choix possible de U0 qui nous amène à une suite qui tend vers alpha. Donc ces deux points fixes ont un rôle important tous les deux, mais ça n'est pas du tout le même rôle. Nous allons avoir plein de suites qui tendent vers alpha, et une seule qui va tendre vers bêta. Donc on dit que alpha est un point attractif. Vous voyez que les deux escaliers rouge et vert que j'ai construits se dirigent vers alpha. Si U0 est choisi autour de alpha, même à une distance assez respectable, les termes UN sont attirés vers alpha. Par contre, même si nous prenons des U0 très proches de bêta, les termes de la suite vont s'en éloigner, comme nous le voyons sur les escaliers vert et bleu. On dit que bêta est un point répulsif. Alors ces notions de points fixes, nous allons beaucoup en reparler dans la suite. Par contre, les notions de points fixes attractifs et répulsifs sont intéressantes, mais ne sont pas au programme.
Nous allons maintenant assez rapidement voir plusieurs exemples où la fonction f est décroissante. Ici, la fonction f est décroissante, et nous voyons qu'il existe un et un seul point fixe pour cette fonction f, que nous allons ici appeler alpha. Si je choisis un terme u0, par exemple ici, et que j'effectue la construction habituelle, je vais obtenir la dynamique suivante. Je peux calculer U1, qui va se trouver à cet endroit, ici, à cette abscisse, puis je continue mes projections, ce qui me permet de déterminer graphiquement U2, U3, etc. J'obtiens un dessin en spirale très caractéristique du cas où la fonction f est décroissante. Et ici, la suite UN semble bien converger vers alpha. Nous obtenons un escargot qui se resserre sur alpha, et le point alpha est dit attractif. Mais ça n'est pas toujours le cas. Si ici je choisis un point U0, même très proche de alpha, eh bien je vais m'apercevoir que j'obtiens là encore une spirale, mais cette spirale va s'éloigner de alpha. Donc si je trace les différentes étapes successives, alors évidemment ici c'est très petit, on ne voit pas très bien, mais je vais me retrouver par là, puis par là, puis par là, et petit à petit, ma spirale s'élargit, et j'ai une suite qui n'a pas de limite, puisque je vois qu'un terme sur deux va être plus grand que alpha, un terme sur deux va être plus petit que alpha, mais à chaque fois la distance vis-à-vis de alpha ne fait que s'éloigner. Donc là, j'ai que s'agrandir, pardon. Donc j'ai ici une suite qui n'a pas de limite, et ma spirale s'élargit, j'ai un point fixe qui est dit ici répulsif, puisque même si je me place très proche de alpha, eh bien les différents termes de la suite vont s'en éloigner. Terminons un petit peu pour le fun par un dernier exemple, et nous touchons ici un petit peu aux limites du programme. Voici maintenant ma fonction f, là encore elle est décroissante avec un seul point fixe, et je commence par choisir U0 ici. Je vais effectuer la construction habituelle. Alors je vais l'effectuer en pointillé pour que je puisse faire des dessins en très plein un peu plus tard pour que les choses soient un peu plus claires, pour alléger un peu le graphe. Alors, je vais essayer de faire ça à peu près précisément. Voici les différentes étapes. J'ai là encore un escargot, une spirale qui s'enroule. Est-ce qu'elle se rétrécit ou est-ce qu'elle s'élargit, comme dans les deux exemples précédents? Eh bien là, vous voyez que ça y est, là, maintenant je commence à avoir à ne plus très bien voir ce qui se passe, parce que il semblerait que cette spirale, eh bien, ces traits soient de plus en plus proches les uns des autres. Donc elle a commencé par se rétrécir, et puis là maintenant vraiment on ne fait plus trop la différence entre un trait et l'autre. Là je ne peux pas pouvoir avoir la précision suffisante pour continuer ce graphique, mais il semblerait que cette spirale arrête de se rétrécir, et elle a l'air presque de repasser sur elle-même. Si on traçait le dessin avec précision, on verrait qu'elle ne repasse pas sur elle-même, mais elle tend à s'aplatir vers un certain carré. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce carré. Je peux tracer en vert les différentes étapes qui résultent du choix d'un autre terme U0. Si je prends maintenant U0, alors je vais plutôt le prendre proche du point fixe. Je vais le prendre ici. Alors j'effectue toujours la même construction. Nous allons terminer avec un dernier exemple, un petit peu plus pour le fun, car nous commençons ici à toucher un peu les limites du programme. Je repars sur une fonction f décroissante avec un seul point fixe, et je vais étudier deux dynamiques possibles de suite, suivant le choix de U0. Donc premier choix de U0, je le choisis ici à cet endroit de l'axe des abscisses, et j'effectue donc la représentation graphique habituelle. Donc comme toujours dans le cas d'une fonction f décroissante, j'obtiens une spirale. Est-ce que cette spirale va s'agrandir ou au contraire se rétrécir comme dans l'exemple précédent? Eh bien nous voyons qu'au départ cette spirale a tendance à se resserrer de manière très nette. Et puis si nous allons plus loin, vous voyez que les parties horizontales, les segments horizontaux et les segments verticaux commencent à se rapprocher très nettement les uns des autres, à tel point qu'au bout d'un moment, je ne vais pas aller vraiment plus loin, nous n'arrivons plus à les distinguer parce que mon dessin n'est pas assez précis.
Alors si nous continuons, nous voyons qu'en fait cette spirale s'écrase sur un carré. Donc nous voyons qu'ici nous avons U2, U4 c'est le point qui est juste à droite ici. Ici nous avons U1, U3 se trouve là, U5, U5 oui c'est le terme qui est là. Il semblerait bien que si nous appelons ici, je vais le mettre en vert, si nous appelons alpha ce réel et bêta celui-ci, on a l'impression que la suite U2n est croissante et tend vers alpha, et la suite U2n plus 1, elle est décroissante, mais elle tend vers bêta. Si maintenant j'effectue un choix de U0 différent, je le choisis ici en rose, très proche du point fixe. Là encore, je refais ma construction, je projette U0 sur le graphe, puis sur l'axe des abscisses, sur la diagonale, pardon, et à nouveau sur le graphe, et on voit cette fois-ci que la spirale s'agrandit. Et là encore, elle va s'agrandir de manière assez nette pour les premiers termes, et puis il se trouve que les segments horizontaux et verticaux vont venir se rapprocher vers les mêmes valeurs alpha et bêta que pour la suite rouge. Donc là encore, très vite, la précision de mon dessin ne va pas être suffisante pour qu'on voit ce qui se passe, mais on a une spirale qui s'agrandit, qui ne repasse jamais par les mêmes points, mais qui va venir, là encore, s'aplatir sur un carré. Un carré qui a pour abscisse des côtés verticaux alpha et bêta. Donc là encore, si nous regardons les différents termes de la suite, U0, donc je l'ai mis là, U1 est là, U3 est là, U2 est ici, U4 est là, et cette fois-ci, il semblerait que pour cette suite, ce soit la suite des U2n qui est décroissante et qui tend vers alpha, et la suite des U2n plus 1 qui, elle, est croissante mais tend vers bêta. Alors si je trace le carré qui a un côté vertical passant par alpha et un côté le second côté vertical passant par bêta, et qui semble être la limite des spirales rouges et roses, eh bien je vois que on peut démontrer théoriquement, mais on s'en convainc un peu graphiquement, la spirale rouge se trouve toujours à l'extérieur de ce carré vert, mais elle s'écrase, elle se rapproche infiniment de ce carré vert, et la spirale rose, quant à elle, se trouve à l'intérieur, mais elle tend aussi vers ce carré vert. Si je regarde les propriétés de alpha et bêta, je vois que les 4 coins de mon carré, alors il y en a 2 qui se trouvent sur le graphe de f, et les 2 autres, eux, se trouvent sur la diagonale. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que f de alpha est égal à bêta, et f de bêta est égal à alpha. Donc si je calcule f rond f de alpha, eh bien j'obtiens alpha, et si je calcule f rond f de bêta, j'obtiens bêta. Il se trouve donc que alpha et bêta sont 2 points fixes de la fonction f rond f. Donc dans le cadre d'une fonction décroissante, ces points fixes de f rond f, et de manière générale la fonction f rond f, jouent un rôle important, de même que les 2 sous-suites U2n et U2n plus 1. Donc dans cette première vidéo, nous n'avons démontré à proprement parler aucun résultat, il n'y a rien qui soit vraiment au programme, nous avons surtout fait des dessins, et j'ai essayé, j'espère, de vous convaincre que, suivant l'allure du graphe de f, et suivant le choix de U0, eh bien la suite UN pouvait avoir des comportements très différents. Donc les cas sur lesquels je me suis plus attardé sur la fin, c'était lorsque f était croissante, que nous allons étudier en détail dans la suite de ce chapitre, et un cas où f est décroissante qui est à la limite du programme. Donc nous allons formaliser un peu tout ce que nous avons vu graphiquement dans les vidéos suivantes.